Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau. Et c'est vrai que le temps a passé entre cette vidéo-ci et cette dernière vidéo. Donc nous voici partis pour une nouvelle vidéo de Rennes-le-Château, le dossier Les Vidéos, et de sa chaîne YouTube, évidemment du même nom. Mais vous pouvez aussi maintenant retrouver ces mêmes vidéos sur le site internet renneslechâteau.org, sur lequel vous allez avoir différents articles qui sont liés évidemment à nos sujets et ponctués par toutes ces vidéos qui sont diffusées depuis maintenant quasiment un an. Eh bien, aujourd'hui nous allons sortir un peu des sentiers battus, c'est-à-dire que nous n'allons pas être réellement fixés à Rennes-le-Château, ni réellement fixés sur l'affaire moderne. Non, non, je vais vous emmener dans un autre lieu qui est à Rocamadour. Rocamadour, vous savez, c'est cette ville ce village du Haut-Quercy, qui est situé dans le département du Lot, qui est dans la région aussi bien historique qu'administrative de l'Occitanie. Et ce village du Lot, Rocamadour, est un lieu de pèlerinage, on va dire au moins 2 fois millénaire, puisque des rois de France y venaient dès l'an 1000 pour se prosterner devant, j'irais, la statue de la Vierge Noire. Et oui, car en effet, à Rocamadour, on vient y prier, on vient en tout cas faire adresser des vœux à la Vierge Noire, à Notre-Dame de Rocamadour. Cette Vierge Noire qui est vénérée depuis, comme je disais, plusieurs siècles, et surtout vénérée par les marins, ce qui peut paraître paradoxal quand on sait où se situe le Quercy, c'est-à-dire en plein milieu de l'Occitanie. Eh bien, les marins de différents pays, différentes régions de France, prient Notre-Dame de Rocamadour lorsqu'ils sont, pris dans la tempête ou dans le danger. Et en général, quand ils ont été exaucés par la Vierge Noire, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont été sauvés de ces mauvais moments, eh bien, ils vont eux-mêmes faire ce pèlerinage au Rocamadour, et souvent laissent ce qu'on appelle des ex-voto dans l'église de Rocamadour, que l'on peut encore voir de nos jours, qui sont, accrochés au plafond. Et en effet, c'est vrai que la légende nous dit que lorsque des marins sont en danger, eh bien, un des miracles se produit à Rocamadour, c'est-à-dire qu'on entend la cloche qui est fixe au plafond et dont le battant est fixe également, se met à tinter, disant que des marins sont en danger. Mais nous n'allons pas aller au Rocamadour pour la Vierge Noire, même si il y aurait un réel intérêt à étudier cette statue très particulière. Non, non, nous allons y aller parce que Rocamadour a un lien avec Rennes-le-Château. Alors, un lien très, très fin, très ténu, mais il existe quand même, puisque c'est ce qu'on appelle le chemin de croix. Vous savez, ce chemin de croix, on l'a déjà vu à Rennes-le-Château, je vous rappelle, ça retrace ce que l'on appelle la passion du Christ, entre le moment où Jésus est présenté à Ponce Pilate, qui va donc se laver les mains de ce qui va lui arriver, jusqu'à sa mise au tombeau. Et vous savez que nous avons déjà parlé plusieurs fois de cette mise au tombeau et de ses différents aspects. Eh bien, nous allons, puisqu'on nous dit qu'à Rennes-le-Château, il n'y a parfois rien de particulier, et que le chemin de croix de Rennes-le-Château n'est pas différent de beaucoup d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que sur Rocamadour, eh bien, c'est le même constructeur de statuaire qui a fait ce chemin de croix, à savoir Giscard, le fameux statuaire de Toulouse, qui a équipé l'ensemble de l'église de Rennes-le-Château, aussi bien au niveau du statuaire qu'au niveau de ce chemin de croix. Et vous savez que le chemin de croix attire à différents endroits notre attention pour différents éléments qui sont parfois inexplicables. Alors c'est vrai que nous allons surtout nous pencher sur quatre stations du chemin de croix. Nous n'allons pas toutes les faire parce que d'abord c'est pas forcément intéressant, mais ce que je souhaite vous apporter comme information, c'est les différences qu'il y a entre le chemin de croix de Rocamadour, qui est donc un chemin de croix, si je puis dire, que l'on va dire normal, entre guillemets, puisque il n'y a pas de mystère à Rocamadour, et celui de Rennes-le-Château, qui lui, plusieurs fois, nous a apporté des questions. Et entre autres, nous allons commencer par la station numéro 1, la première station, celle que l'on connaît comme étant le moment où Jésus est présenté à Pilate, puisque vous savez que le Sanhédrin se juge incapable de juger le Christ, et demande donc aux Romains de le faire, ce que Pilate a du mal à comprendre. Et c'est bien pour ça que justement il va s'en laver les mains, mais quand il va poser la question à Jésus en disant « Mais tu dis être le roi des Juifs et l'es-tu ?» Et Jésus lui répond «
tu le dis. Pour Pilate, cette réponse sous-entend une affirmation. Donc en effet, il tombe sous le joug du droit romain et va donc être condamné, pour étant quelqu'un qui veut s'opposer au droit romain. Cette station numéro 1, rappelez-vous, Rennes-le-Château nous a intrigués parce que nous avons plusieurs éléments qui sont surprenants. D'une part, nous avons ce personnage, vous savez, ce personnage, ce jeune enfant, on va dire, qui présente le plateau à Pilate pour se laver les mains. Ben, cet enfant est noir, il est de couleur noire, c'est ce que nous appelons, ce qu'on appelait plutôt à l'époque de Béranger Saunière, un nègre, donc ce nègre présente, ce plateau blanc. Et ce qui est surprenant, c'est que, rappelez-vous, le blanc, c'est albus en latin, qui ramène à able. D'ailleurs, le mot ablette, petit poisson blanc, vient de là. Et en effet, able, bah, ça vous avez tout compris, ça nous ramène aux ables, qui sont une des familles de Rennes-le-Château, et plus précisément aux nègres d'Able. Donc vous voyez, le nègre que nous voyons tenir le plateau blanc pourrait être une des références aux nègres d'Able, qui est une des familles, importantes dans l'histoire de Rennes-le-Château, et même de l'histoire de l'Occitanie. Eh bien, figurez-vous que ce qui est surprenant, c'est que nous avons retrouvé exactement cette représentation sur la station numéro 1 de Rocamadour. Pourquoi elle est là, je ne sais pas. Et c'est vrai que cette représentation de cet enfant noir est quasiment rare, voire, à part ces deux endroits, je n'en connais pas d'autres, on voit un enfant de couleur noire. Peut-être y en a-t-il d'autres ailleurs, mais cette station numéro 1 est déjà étonnante dans cette affaire qui nous attache précisément. D'autre part, vous remarquerez que Ponce Pilate, que ce soit à Rennes-le-Château ou à Rocamadour, a aussi quelque chose de particulier. Eh bien, il va avoir une sorte de châle sur la tête, comme on pourrait le voir sur certains prêtres juifs, comme on peut représenter certains prêtres du Sanhédrin. Et pourtant, Pilate est le procurateur romain de la Judée, et donc n'a rien à voir avec l'histoire judaïque, ni même avec sa religion. Donc la question, c'est pourquoi représentons Ponce Pilate de cette manière dans cette station numéro 1, aussi bien à Rennes-le-Château qu'à Rocamadour. Donc, nous avons une référence au nègre d'Able, et cette référence judaïque qui est très particulière. Nous allons continuer un petit peu à avancer dans nos différentes stations, et nous allons venir maintenant à la station aussi qui a fait couler énormément d'encre dans l'affaire de Rennes-le-Château, et qui continue à en faire couler, et même de la salive, voyez-vous, c'est la station numéro 8. La station numéro 8, où on voit Jésus qui s'arrête devant deux femmes, dont une qui tient un enfant dans ses bras, un enfant nu, et qui est enroulé dans une sorte de drap. Eh bien, quand on regarde la station de Rocamadour, la station 8, on voit en effet cette jeune femme avec cet enfant qu'elle tient contre elle, qui est enroulé dans un drap. Mais ce drap est tout à fait classique. Il ressemble à une couverture marron, alors qu'à Rennes-le-Château, rappelez-vous, eh bien, à Rennes-le-Château, on voit que ce drap est de couleur, à la couleur d'un tartan écossais. Et c'est vrai que ça nous faisait penser à la référence à l'Écosse et à différentes choses. Et de même qu'à Rennes-le-Château, juste en contre-plan, en arrière-plan de cette jeune femme avec son enfant, eh bien nous voyons une femme âgée, vêtue de noir, qui embrasse la toge de Jésus. Eh bien, cette femme qui est habillée toute de noir, on peut en effet penser à une veuve. Ce qui est surprenant, c'est qu'à Rocamadour, elle n'y est pas, cette veuve. On a cette femme avec son enfant, mais sans avoir de tartan dessus. En revanche, à Rennes-le-Château, nous avons bien cette femme, cette jeune femme avec un jeune enfant enroulé dans un plaid qui semble être un tartan, et l'on voit également cette femme en noir, et donc cette femme en noir est probablement une veuve. Et comme nous l'avons déjà eu dit dans une autre vidéo, cela peut être une référence à un enfant issu d'une veuve, c'est l'enfant de la veuve, et donc nous sommes peut-être devant une représentation d'une symbolique maçonnique de francs-maçons, de groupements de francs-maçons travaillant soit au rituel écossais rectifié, qui est un des rituels de la franc-maçonnerie, soit à un autre rituel qui est celui du rituel écossais ancien et accepté. Quoi qu'il en soit, la station 8 de Rennes-le-Château est différente, bien que très proche de celle de Rocamadour, faite aussi par Giscard, je vous rappelle, est très proche de celle de Rennes-le-Château, mais à Rennes-le-Château, il y a des éléments en plus. D'une part, la veuve noire, si je puis dire, et cet enfant qui, là, ce coup-ci, est enroulé dans un plaid, rappelant le tartan écossais, et pouvant faire référence à l'écossisme maçonnique.
Donc comme on le voit, nous sommes devant des éléments un peu particuliers à Rennes-le-Château, et faits par le même fabricant. C'est ça qui est important de bien voir. Nous allons donc continuer, et nous allons arriver à la station numéro 10. Cette station numéro 10, c'est celle qui représente le moment où on va dépouiller Jésus de ses vêtements, de sa toge, et de son manteau, hein, ce fameux manteau rouge qu'on lui a mis sur les épaules pour se moquer de lui, hein, le rouge étant le symbole des rois, hein, je vous rappelle. D'ailleurs, s'est-on vraiment moqué de lui, ou lui-a-t-on remis des vêtements royaux? Il y aurait tout un sujet aussi là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, on débarrasse Jésus de ce manteau, et on va bientôt le mettre sur la croix. Et les Romains qui n'ont que faire de ce personnage qui est un révolutionnaire pour eux, un homme qui se lève contre l'autorité romaine, eh bien ont décidé de jouer au dé ses propriétés, ses manteaux, ses affaires, ses autres qu'il pourrait avoir sur lui. Eh bien les joueurs vont donc prendre un gobelet et lancer les dés. À Rennes-le-Château, rappelez-vous, j'avais attiré votre attention sur les dés qui étaient représentés. Il y a donc 3 dés à Rennes-le-Château, et les faces qui nous sont présentées représentent le 3, le 4 et le 5. 3, 4, 5. Le 3, 4, 5, c'est une suite particulière, puisque c'est par cette suite qui représente un triangle rectangle ayant un petit côté de 3 unités, un grand côté de 4 unités, nous permettant d'avoir ce qu'on appelle un hypoténuse qui représente 5 unités. C'est le fameux théorème de Pythagore. Si cher aux pythagoriciens, et qui d'ailleurs vont être énormément importants dans la construction des cathédrales, puisque la somme des 3 côtés représente le chiffre 12, et que c'est par cette somme qu'on est capable de créer un triangle rectangle. Eh bien, les unités que pouvaient utiliser après les constructeurs de cathédrales étaient ce qu'on appelait l'unité de chaque cathédrale, et ça leur permettait d'avoir des proportions équivalentes en permanence. On voit que donc on a affaire encore à une référence à un ordre initiatique, puisque les pythagoriciens étaient des initiés, des gens qui apprenaient des choses particulières, et donc nous sommes dans un deuxième endroit où nous faisons une référence à un ordre initiatique, préalablement, je dirais, la station 8 avec une référence à la franc-maçonnerie de rite écossais rectifié ou ancien et accepté, on ne sait pas, et ici les pythagoriciens, et je vous rappelle quand même aussi qu'également à l'entrée de l'église, quand nous rentrons dans l'église, et que nous sommes face à la statue de Saint Jean-Baptiste baptisant Jésus-Christ, juste au-dessus de sa statue, eh bien nous avons la référence à un auteur de l'initiatique, c'est-à-dire celui de la Rose-Croix, par le biais de cette croix rose dessinée sur le mur, sur laquelle s'enroule un rosier avec cette fleur de rose qui est quasiment au milieu. Donc à Rennes-le-Château, nous avons la référence de 3 ordres initiatiques, les Rose-Croix, la franc-maçonnerie et les pythagoriciens. Ce qui est quand même plutôt surprenant dans une église catholique, et peut-être que je vois ce que j'ai envie de voir sur des détails, mais reconnaissez qu'il est quand même assez surprenant de pouvoir trouver ces liens qui sont là. Et comme je vous le disais, nous sommes donc à Rennes-le-Château avec ces 3D 3, 4, 5. En revanche, si vous regardez sur la station 10 du chemin de croix de Rocamadour, en effet, on voit bien, puisque c'est fait par Giscard, quasiment la même scène, on voit bien qu'un des Romains a un gobelet à la main, mais ce gobelet est vide. Et si vous regardez la station numéro 10 de Rocamadour, il n'y a point de dés. Aucune référence de dés. On nous fait juste voir un acte de jeu. Alors, à Rennes-le-Château, on nous fait voir quelque chose de bien précis. Donc, Giscard a donc fait réaliser cette station, si je puis dire, à la demande, probablement de Béranger Saunière, puisque c'est lui qui a commandé le chemin de croix pour son église. Enfin, et pour, si je puis dire, terminer, nous allons maintenant aller à la dernière station qui nous intéresse, qui est la station 14. La station 14, vous savez, c'est la fameuse mise au tombeau de Jésus par son entourage proche. Hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais rappelez-vous, il doit être vers 15 h, Jésus est mort sur la croix, très rapidement, semble-t-il. On le décroche parce qu'il faut absolument l'inhumer avant que le Shabbat ne commence, et en plus c'est celui de Pâques, donc vous pensez bien qu'il faut respecter la loi judaïque. Donc on va descendre Jésus et l'amener au tombeau, qui est celui de Joseph d'Arimathie, puisque on sait très bien que
la famille de Jésus n'avait pas prévu d'enterrer Jésus si jeune, donc ils n'ont pas de tombeau. C'est Joseph d'Arimathie qui va pouvoir, entre guillemets, héberger le corps de Jésus-Christ. Il va être mis à ce tombeau. Or, à Rennes-le-Château, rappelez-vous que la station est très particulière. On voit bien, en effet, une mise en tombeau. On voit bien des gens qui portent un corps et qu'ils sont à l'entrée de ce tombeau. En revanche, c'est le fond qui nous interpelle. C'est ce fond de couleur bleu foncé, bleu nuit, et surtout avec ce luminaire tout rond au milieu et tout blanc, qui ne peut nous faire rappeler qu'une pleine lune. Donc on est bien dans un moment qui se passe en pleine nuit, non pas du tout dans les moments que les évangiles nous signalent, mais bien un moment particulier, et l'on peut se poser la question, sommes-nous devant une mise au tombeau ou une sortie du tombeau? Et visiblement, ça ne peut être qu'une sortie du tombeau, puisque Jésus y était mis de jour, juste avant le coucher du soleil, alors que là, à Rennes-le-Château, la représentation se fait en pleine nuit noire. Donc serions-nous devant une sortie du corps de Jésus par ses membres proches, que sont donc Joseph d'Arimathie, que sont Marie-Madeleine, que sont Saint Jean, et peut-être même sa mère Marie. En revanche, lorsque vous allez à Rocamadour, il n'y a pas de station spécifique, il y a quelque chose de grandiose. La station 14 est représentée par une grotte énorme, dans laquelle on voit au fond de cette grotte, ce qu'on appelle une mise au tombeau. On voit Jésus entouré de ceux qui l'ont aimé et qui vont le mettre au tombeau. On n'est pas du tout dans une représentation habituelle. Et Giscard, là, n'y est pour rien. Peut-être que Giscard a fourni les statues, enfin le statuaire de la mise au tombeau de Rocamadour, mais on n'est pas du tout dans la même représentation. Ce que je voulais vous amener comme réflexion aujourd'hui autour de ce petit voyage au Rocamadour, c'est qu'on s'aperçoit que Giscard a donc réalisé plusieurs statuaires, dans le sud-ouest de la France, probablement. Je sais que des chercheurs en ont trouvé d'autres. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on voit bien qu'à Rennes-le-Château, ce chemin de croix a été fait différemment, du moins à certains endroits. Différentes choses ont été rajoutées, différentes choses ont été modifiées. Eh bien, on voit que ces choses avaient probablement une importance. Quand on voit ce personnage noir à la station numéro 1 qui porte un plateau blanc, bien sûr on le retrouve à Rocamadour, mais c'est quand même surprenant dans le cadre de notre histoire, les nègres d'Able, c'est quand même surprenant. Lorsque l'on voit qu'à la station numéro 8, cet enfant qui est représenté par ailleurs dans un simple plaid, et bien là nous voyons cet enfant dans un plaid de couleur écossaise, mais en plus avec une femme à l'arrière, ressemblant à une veuve, on ne peut avoir qu'une référence à la maçonnerie. Et quand on voit à la station 10 les dés qui sont jetés, et qui ne sont pas représentés ailleurs, il y a bien un réel message. Donc on peut en déduire que ce qui a été fait à Rennes-le-Château a été fait en toute volonté. Il y a eu quelque chose qui a été fait volontairement. Eh bien, ça veut bien dire que on a voulu nous passer un message. Saunière, probablement, d'autres avec lui, probablement, mais il y a une volonté de message. Donc l'église de Rennes-le-Château, comme vous le voyez, n'est pas anodine, elle n'est pas toute simple, comme certains aimeraient le faire croire. Si on gratte un peu les choses, on voit qu'à Rennes-le-Château, il y a quand même des éléments surprenants qui ne peuvent qu'interroger le curieux et le chercheur. Et bien voilà, je voulais vous emmener faire un petit tour à Rocamadour, et comme certains le savent, c'est une région qui m'est particulièrement chère. Vous avez pu voir un autre chemin de croix fait par le fameux Giscard de Toulouse, et vous voyez que eh bien, les choses peuvent évoluer d'un lieu à l'autre. Voilà, nous allons par la suite, je pense, repartir sur la période moderne, hein, l'affaire moderne de Rennes-le-Château. Je voulais juste revenir sur ce petit point-là aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous et je vous estime. À bientôt.